Bon les amis, nous revoilà pour un nouveau podcast, ou nous voilà tout court d'ailleurs pour un nouveau podcast Ilgard. Je suis du coup monté de Linguistica, je suis moi-même créateur et cofondateur d'Ilgard et je suis avec Alexandre et Louise qui vont bien évidemment se présenter parce que qui mieux que vous pour vous présenter finalement. Moi je suis Louise Valory, j'ai 27 ans, je co-dirige Ilgard avec Alexandre, j'ai participé à la fondation d'Ilgard avec vous trois. J'habite à Toulouse. Ouais, c'est incroyable ça par exemple. Ouais, c'est incroyable. On est partout. Moi, je suis en Bretagne, lui, il est à Marseille. Eh oui, Tarpeigne. J'ai travaillé dans le cinéma au CNC, j'ai travaillé dans la publicité et me voici maintenant chez Ilgard pour aider les créateurs à défendre leurs intérêts, à être représentés par des gens qui leur veulent du bien. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Eh ben, moi, ça tombe bien que tu demandes parce que je co-dirige avec toi et Louise Ilgard. Je suis également aussi un cofondateur. Et qu'est-ce qu'on fait dans ça ? Écoute, moi j'ai à peu près le même profil que Louise dans le sens où j'ai moi aussi un master en droit des médias et de la communication. On est partis ensuite à Paris tous les deux travailler au Centre national du cinéma parce que le cinéma ça nous botte. Et en même temps, écoute, j'ai pu travailler dans plusieurs boîtes de production et travailler aussi conjointement avec des juristes sur plusieurs fronts. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que c'est quand même vachement cool de pouvoir faire les choses à sa sauce. Et c'est là qu'on a un peu discuté tous ensemble. Et c'est là qu'on s'est décidé de fonder Ilgard, je crois, plus ou moins, à peu près. Ouais, à peu près. Ça fait 2 ans ? Ouais, ça fait 2 ans. Ouais. Voilà, ça passe vite. Hein. Le temps passe très vite. Incroyable. Nous sommes rejoints par le chat. On a la mascotte avec nous. C'est vrai. On pensait à un sujet qui me paraît facile, mais en même temps un peu complexe. Et moi, c'est un sujet qui me concerne un peu moins, qui vous concerne surtout tous les deux. C'est celui de métier d'agent, parce que c'est ce que finalement vous faites à Ilgard tous les deux. Alors, vous allez en parler, mais vous n'avez pas exactement forcément le même rôle, vous ne bossez pas forcément avec les mêmes personnes. Et c'est un métier qui est assez peu connu. En tout cas, de la plupart des gens, je pense, y compris d'ailleurs de la part d'acteurs de ce milieu. C'est pas un métier qui est très bien identifié en termes de rôle, en termes de fonction. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, que dans d'autres agences, même le mot d'agent dans une autre agence n'aura pas nécessairement le même sens que ce que nous, on a en fait derrière ce terme, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, on a du mal un peu à expliquer ce qu'on fait comme métier déjà à ceux qui sont pas dans le secteur, et même dans le secteur, comme tu dis, ça va changer en fonction de la philosophie de l'agence et des missions exactement qu'on peut faire. Je sais pas si agence est le meilleur terme pour désigner ce qu'on fait. Je pense pas en vrai. Parce que beaucoup d'agents, quand on parle, les gens pensent à un agent de cinéma et pas forcément en fait un agent au type créateur. Il faut quand même faire la différence. Un agent de cinéma, il va quand même gérer à peu près toute ta carrière. Il va faire des choix artistiques aussi pour toi en choisissant dans quel film tu devrais tourner ou ne pas tourner. Je parle de cinéma parce que c'est là où j'ai le bossé un peu plus, mais il y a des agents artistiques à peu près dans tous les métiers de l'art finalement. Et en fait, dans le côté, en tout cas, je vais parler YouTube, mais plus largement la web création. Un agent, c'est pas vraiment en fait un gestionnaire de carrière. En fait, ça peut l'être, mais c'est surtout, je pense, un commercial pour des agents qui va chercher en fait des partenaires commerciaux, bosser avec des gens, que ce soit du privé ou du public, mais pas forcément quelqu'un qui va te dire écoute, ta vidéo là, il vaudrait mieux que tu fasses ce sujet plutôt que ce sujet. Alors il y a certains agents qui le font évidemment, parce que je pense que tu crées quand même une relation avec les créateurs les créateurs créatrices avec lesquels tu travailles, mais je pense que l'avis de l'agent est quand même plus... moi, généralement, c'est ce que je dis avec les créateurs avec lesquels je travaille, créateurs, créatrices, encore une fois de plus, mais je dis justement, c'est un avis de viewer, quoi, finalement. Donc, c'est mon avis à moi, personnellement. Je pense pas que j'ai une appétence, en tout cas, un profil particulier pour pouvoir dire ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et en plus, généralement, ce que je dis, c'est que si je savais comment ça fonctionnait, peut-être que j'aurais une chaîne YouTube moi-même depuis un moment. Oui. Donc... bien que je sois pas jaloux de ça, mais c'est pas quelque chose qui me botte, quoi. Donc je peux aider sur le côté financier, je peux. Mais on peut aider justement sur le côté financier, sur un peu tout ce volet-là. Maintenant, de la gestion de carrière, faire des choix éditoriaux, finalement, voilà, c'est ça plutôt que je cherchais, mais des choix éditoriaux pour vous, c'est pas vraiment le rôle d'un agent, en tout cas, selon moi. Non, je suis d'accord. Nous, on est là pour... en tout cas, dans ce secteur-là, on n'est pas indispensable, je pense. J'ai pas la prétention de le dire. Je pense qu'on peut être là pour faciliter la vie des créateurs. Nous, en tout cas, c'est le parti pris qu'on a pris avec Ilgard. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de temps perdu
qui n'étaient pas dédiés à la création, surtout le côté administratif et le côté commercial. Et du coup, c'est sur ces deux axes qu'on aide les créateurs, qu'on leur facilite la vie, quoi, leur apporter des affaires, leur financer leurs vidéos par les partenariats, parce que voilà, mais sur malheureusement ça marche la question de l'éditorialisation, même au début, moi en tant que créateur, quand on a fondé Ilgard, moi j'avais été assez clair sur le fait que je trouve que c'est pas les créateurs sont ceux qui malgré tout gèrent le mieux leur ligne éditoriale, et souvent ils en parlent avec d'autres créateurs. C'est vrai que ce qu'on a beaucoup fait, c'est qu'on a poussé des créateurs à parler avec d'autres créateurs. Ouais, ça c'était important, parce qu'on s'est rendu compte vite quand même qu'on pensait que les créateurs parlaient beaucoup entre eux. Et en fait, il se trouve que toi tu es très mignonne, mais que beaucoup de créateurs ne parlaient pas en fait avec d'autres gens. Ils travaillaient seuls dans leur coin. Et ils avaient du mal à avoir un avis différent du leur, ou ils avaient l'avis de leurs proches. Et je pense que pour un créateur, en fait, l'avis d'un autre créateur, c'est quand même vachement important plutôt que juste l'avis de tes proches. Moi, typiquement, mon avis pour un créateur est un avis de proche, entre guillemets, dans le sens où j'ai pas cette expérience. Par exemple, quand on va travailler avec toi qui parle de linguistique, déjà sur le propre de l'image ou quoi que ce soit, j'ai pas forcément les compétences pour pouvoir te dire le grain est comme ça, le son tu devrais faire attention. Je vais l'entendre comme tout le monde, mais est-ce que je suis capable de pousser la technique à un certain degré ? Je pense pas. Et en fait, vous en tant que créateur, c'est un métier que déjà, je pense que être créateur de contenu, c'est un métier passion d'abord avant tout. Vous avez appris sur le tas. Vous avez appris en regardant des vidéos YouTube, en en bouffant. Au bout d'un moment, je trouve ça un peu malvenu de moi, qui sort avec un diplôme de droit et qui n'a pas forcément fait du montage dans ma vie ou quoi que ce soit, vous expliquer comment il faut faire votre métier, parce que c'est pas ça le métier d'agent. Le seul domaine, je pense, sur lequel on peut avoir un œil éditorial, c'est sur la partie partenariat, l'intégration publicitaire. Par contre, avec le volume qu'on fait et voilà, l'expérience qu'on commence à dégager dans ce secteur-là, pouvoir leur dire voilà, telle publicité, c'est ce que vont rechercher les marques. Donc par contre, je te conseille de faire ta publicité comme ça, ou de la mettre à tel endroit de la vidéo parce que ça va satisfaire plus de marques, ou parler d'un produit de telle ou telle manière. Ça, par contre, on va pouvoir avoir un peu plus de regard et de conseils à donner si on nous en demande, ou si les annonceurs avec qui on travaille nous demandent d'avoir un regard sur ce contenu-là. Dans ces cas-là, on en discute avec le créateur. On leur propose de faire de cette manière-là peut-être plutôt qu'une autre, pour pouvoir allécher un peu plus les marques. De toute façon, c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite, nous, dans ce qu'on a fait dans Ilgard. En fait, on a tout de suite, dans les contrats, séparé... alors nous, la petite astuce, c'est qu'on sépare vidéo et contenu. Vidéo, c'est vraiment votre création, votre œuvre, ce que vous êtes en train de créer, que vous allez mettre sur YouTube. Le contenu, c'est directement l'intégration, en fait. Et même quand on en parle avec les marques, tout de suite, là où on peut dire tous des choses, c'est le contenu, donc l'intégration. La vidéo, par contre, c'est prévu dans le contrat que non, on peut rien dire là-dessus. Mis à part si vous faites des trucs complètement obscènes directement dans la vidéo et que vous critiquez l'annonceur ou quoi que ce soit, ça c'est évidemment, il faut faire un peu attention. Mais mis à part ces cas extrêmes, tout de suite, en fait, dès qu'on parle de ça, on fait déjà le point en disant écoutez, nous, la vidéo, ça ne nous regarde pas. Par contre, le contenu, oui, on fait attention à l'image de la marque. Après, à partir du moment où c'est simple, la marque, entre guillemets, ou la marque, ou l'annonceur, ou peu importe, hein, ça peut être quelqu'un de public, c'est pas forcément une marque privée, mais à partir du moment où on se dit que la personne paye pour ça, évidemment qu'elle peut avoir quand même un petit droit de regard sur ce qui se passe. De toute façon, c'est pas très difficile. Enfin, voilà, les créateurs commencent à être habitués quand même aux bons usages des intégrations publicitaires. Ça passe très bien, d'expliquer telle ou telle chose. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, par contre, très spécifiquement, c'est comment est-ce que vous expliquez votre travail aux gens qui n'y connaissent rien. Oh putain. Eh ben ouais. Petit travail pour vous, justement. Apprenez à vous présenter. Waouh. Ah ouais. Comment j'aurais expliqué comment j'ai expliqué à ma mère la première fois? Moi, elle a toujours pas compris. Alors ma grand-mère, j'en parle même pas. Ouais. J'ai essayé de lui montrer. Elle m'a dit qu'elle y pigeait rien. Ah, la mienne, j'ai même pas essayé. Quand j'ai un peu la flemme d'expliquer, je dis que je bosse dans la pub. Voilà, comme ça c'est catégorisé. Après, j'explique. Je suis agent pour des créateurs de contenu. Donc là, tout de suite, c'est les questions gestion de carrière, machin. Donc j'explique un peu mieux. Je suis chargée de trouver des marques qui veulent bien faire
du marketing d'influence. Ça commence à être un terme qui est un peu plus connu. Donc je suis chargée de trouver des marques qui veulent bien faire des placements de produits sur des chaînes YouTube. Donc là, ça dépend du regard de la personne si elle pige quelque chose. Et après, sinon, voilà, j'explique donc je pars surtout sur YouTube parce que Instagram, c'est encore plus compliqué, je trouve, à expliquer. Les stories, les reels, etc. Machin. Je vais expliquer que un YouTuber, il fait une vidéo sur YouTube et les gens vont regarder la vidéo et à un moment donné, le vidéaste va parler d'une marque et va l'intégrer. Et je peux faire parfois des parallèles avec les fictions. Par exemple, les placements de produits qu'on voit sur TF1 dans les feuilletons. Alors, c'est beaucoup plus subtil. Voilà, c'est le paquet de bonbons, pour ne pas citer la marque qui tourne en ce moment. Un peu intégré dans le film. Là, je vais expliquer que pendant 1 minute, le créateur va s'arrêter et va dire que cette vidéo est sponsorisée par telle marque avec une redirection vers le site, par exemple, de la marque. Ça me nécessite, je trouve, 3 minutes au moins pour expliquer le truc, qui parfois sont un peu relous, en fait, d'expliquer ça. Et même là, j'ai du mal à expliquer. T'expliques vachement bien parce que moi vraiment je m'emmerde pas plus que ça. Je dis tu regardes YouTube. Si c'est non, je dis bon bah t'inquiète, n'en parle pas. Quand c'est oui, c'est des fois il y a des pubs au début, tu sais, de cette vidéo est sponsorisée par. Ils me font ah oui, mais c'est moi qui trouve. Oui, et voilà. ça va ultra vite en général. Ouais, mais comment t'expliquer à ta mère, quoi? Bah du coup ma mère quand j'ai dû lui expliquer, j'ai dit bah écoute ils font des pubs de temps en temps et nous on essaie de les trouver. En vrai c'est la partie visible de votre travail ça, oui. Pour le public, parce qu'en fait il y a toute une partie du travail qui ne consiste pas du tout à faire ça et qui ne consiste même pas à négocier ses partenariats. Enfin, c'est une grosse partie de votre travail, mais aussi une partie de votre travail, je le sais, parce qu'en l'occurrence c'est toi Alex qui t'occupe essentiellement de ça pour moi. C'est aussi gérer des papiers, c'est aussi négocier des contrats, après, relire des contrats. Voilà, c'est le deuxième volet d'explication. Ah ouais. Et là, par contre, c'est beaucoup plus connu. C'est d'expliquer que les youtubeurs, c'est des créatifs, c'est des gens qui font des vidéos. Ils génèrent de l'argent, ils ont une société. Ça fait beaucoup de paperasse de gérer une société. Et donc, moi, je suis chargée de gérer la paperasse des gens à leur place pour leur libérer du temps pour faire plus de vidéos. Ça, c'est assez simple à expliquer. Après, quand il y a parfois plus de questions, bah, tu fais quoi exactement comme paperasse, etc. Donc là, je sors des exemples du type URSSAF, TVA. Et en plus, ça dépend des créateurs. Ouais, ça c'est et pas en vraiment. plus, ça dépend vraiment des créateurs. Mais après, le côté gestion administrative, ça peut être appliqué à plein d'autres secteurs. Ouais. C'est juste que dans la web création, ça n'existait pas avant nous. Enfin, j'ai l'impression. Donc, c'est facilement transposable à d'autres. C'est comme un genre d'assistant de direction. Mais il y a quand même cette dimension de vous défendez en fait les intérêts des créateurs aussi dans ce moment-là. C'est ça. Alors pour moi, j'ai l'impression. Et vous les représentez aussi. Voilà. C'est un peu en fil rouge dans tout notre travail. Par exemple, sur la partie négociation, gestion des contrats et tout, de placement de produits, ça va être faire des contrats qui sont carrés, qui défendent les intérêts des créateurs, ne pas signer n'importe quoi à leur place. Ça, c'est... Pour préciser quand même, parce que oui, on défend les créateurs, mais en fait, c'est surtout la recherche plutôt d'un contrat le plus équilibré possible. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, en fait, faire le contrat. Parce que oui, on défend les créateurs, mais on veut aussi que ça se passe bien aussi avec les annonceurs. Et en fait, du coup, on n'abuse pas non plus de notre côté à dire, ouais, voilà, le créateur, on le défend, on le surdéfend pour que justement, voilà. En fait, ça sert à rien pour une collaboration qui fonctionne, parce que c'est ce qu'on cherche au final, c'est une collaboration qui fonctionne et qui recommence. C'est le plus intéressant. Bah là, il faut trouver le meilleur équilibre. Et le meilleur équilibre, il se trouve par... il y a beaucoup de techniques juridiques où je pense qu'on va pas rentrer tout de suite dans le détail, mais notamment le prix, il peut y avoir aussi combien de temps il reste, il peut y avoir plein de choses qui se discutent. Et en fait, le travail de l'agence, c'est se dire, ok, on va faire ce numéro d'équilibriste, comment on le fait le mieux, je pense. Après, il y a quand même... ce qu'on s'est fixé, c'est qu'en discutant avec des créateurs, tout ça, en fonction de ce qu'ils veulent, etc., il y a quand même des no-go, genre des clauses qu'on n'acceptera pas en dépit de la somme qu'on peut récolter derrière, quoi. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, le travail d'équilibre, effectivement... Il y a aussi un travail de tri, du coup. Voilà, au quotidien, c'est de savoir aussi dire non à certaines marques ou à certaines autres agences, parce qu'on travaille aussi avec des agences, sur certaines clauses qui, pour le coup, ne sont pas du tout à l'avantage du créateur. Alors, on peut le faire quand même, mais ça passera par un travail vraiment de vulgarisation juridique auprès du créateur, de lui expliquer qu'on peut signer ça,
tu peux récupérer cet argent-là. Mais par contre, sache que potentiellement ta vidéo peut se retrouver à la téloge, quoi. Donc, ouais. Oui, voilà, en fait, je pense qu'un agent, si tu veux être OK, il faut, dans cette recherche d'équilibre, il faut aussi surtout être transparent avec les créateurs avec lesquels tu travailles. Et en fait, il faut leur expliquer quand il y a un risque, parce que des fois ça arrive, qu'il peut y avoir un risque, par exemple, je sais pas, mais je pense que beaucoup de créateurs, s'ils nous écoutent, ils peuvent être déjà tombés sur ce genre de contrat, mais payés à la vue, au 1000 vues. Ouais, ce qu'on appelle le CPM ou le RPM, en l'occurrence plutôt le RPM, le revenu pour 1000 vues. C'est ça. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est intéressant pour les marques aussi, parce qu'elles prennent moins de risques, parce que si la vidéo ne fonctionne pas, forcément, le prix est moins élevé. Mais aussi, si la vidéo fonctionne, c'est plus élevé. Mais ça, il faut en parler directement avec le créateur, parce que qui de mieux que le créateur pour se dire, ok, forcément, il y a des vidéos... en fait, dans toutes les vidéos qui sortent, même si on aimerait que toutes les vidéos fassent des millions et des millions de vues, on sait qu'il y a des vidéos qu'on appelle un peu de flux, dans le sens où forcément il faut sortir des choses, et donc c'est des choses qui sont bien mais qui sont pas le meilleur du travail. C'est des vidéos qui globalement on sait que si elles s'inscrivent dans le moment présent, elles vont faire leur vue au moment de leur sortie. Exactement. Mais d'ici, on estime souvent en 30 jours, hein, c'est un peu la durée nous qu'on prend. Au bout de 30 jours, on considère qu'elle a fait quasi l'intégralité des vues qu'elle ne fera jamais, à moins vraiment d'une surprise, hein, ça peut arriver. C'est ça. Parce que ce sont des vidéos qui sont plutôt considérées comme des vidéos de flux, là où les vidéos de fond, ou les vidéos catalogues, c'est aussi un autre terme qu'on peut voir, qui est notamment utilisé par certaines personnes. Je sais que Mr. Fox avait intégré ce terme, moi, que je reprends beaucoup. Les vidéos de catalogue sont des vidéos qui vont avoir plus de mal à s'imposer parce que les gens veulent prendre le temps de la regarder. Donc les gens vont pas forcément s'inscrire dans le moment présent de la regarder ou quoi. Ils vont vouloir vraiment s'installer, être dans les bonnes conditions, etc. Alors l'algorithme YouTube n'est pas toujours, mais ça suppose que ces vidéos-là, 2 ou 3 ans plus tard, elles ne sont toujours pas périmées. Et donc il y a certaines personnes, effectivement, il y a certains annonceurs qui sont plutôt contents de tomber sur ce genre de vidéos. En fait, sur ces vidéos-là, c'est plutôt simple. En fait, quand on négocie ça, c'est généralement dans les 30 jours. Tout le temps, dans les 30 jours. J'ai jamais eu d'autres cas. Peut-être que ça arrive, mais pour moi, ça m'est pas encore arrivé. Après, il y a des vidéos où en fonction de... C'est pareil, quand on en discute avec le créateur, lui, il sait s'il fait en général toutes ses vues sur 30 jours ou sur parfois 45, et donc là, en fonction de ça, mais c'est ce qu'on disait à la base, le rôle de l'agent, c'est de bien connaître son créateur parce que on discute tout le temps avec lui, et on va savoir que pour certains créateurs, ça vaut le coup de pousser jusqu'à 45 jours, et d'autres créateurs où non, on sait très bien qu'au bout de 30, voilà. Et quand je dis on, c'est pas moi qui le devine à force d'avoir poncé la chaîne du créateur. C'est les stats, c'est lui qui le sait aussi, il nous le dit directement, il nous dit ça vaut le coup de faire une rémunération à la vue, mais par contre ça vaut peut-être le coup de pousser jusqu'à 45 jours. Enfin, voilà, c'est pour dire que effectivement tu parlais du rôle de l'agent. Du coup, c'est quoi les bonnes qualités pour pouvoir bien déterminer, bien faire son travail? L'écoute. Moi qui le dis tout le temps. Ouais, mais à l'écoute, c'est super important, je pense. L'écoute, de savoir bien s'organiser. Enfin, en fait, il y a aussi le côté administratif, du coup, qui nécessite une bonne organisation, une bonne connaissance quand même du créateur et de sa société pour savoir quelles sont les problématiques de telle ou telle société. Après, nous, chez IlGard, pour le coup, je pense que ça fait je sais pas si c'est le terme adéquat, mais si, je pense. La polyvalence, parce que vraiment... Dans quel sens? Dans le sens où, en fait, nos journées sont toutes différentes les unes des autres. Et voire même dans la matinée, on va pas du tout faire le même travail d'une heure à une autre. Un jour, à un moment donné, on va répondre à un mail pour une collab, on va négocier, donc on a un aspect commercial. L'heure d'après, du coup, on va recevoir le contrat. Là, on va faire notre travail de juriste pour décortiquer le contrat, relire les clauses, proposer des modifications, rédiger de A à Z le contrat. Là, c'est un taf de juriste. Ensuite, on va manger. L'après... c'est important de manger. C'est important de manger. Ça fait partie du travail d'agent. Manger beaucoup si vous voulez. En l'occurrence, je sers à rien si j'ai pas mangé. D'ailleurs, j'ai un petit peu faim là. C'est en cours. Voilà. Après manger, petite sieste. T'abuses. Oui, non, mais c'est vrai. C'est de la polyvalence, savoir faire des pauses. C'est vrai, c'est hyper important. Un quart d'heure de sieste, c'est mieux qu'un café. Hein. C'est bien vrai. Voilà. Arrête de jouer avec le pied du micro. Pardon.
Donc après la sieste, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On va avoir reçu un courrier de l'URSSAF pour Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. voilà, Après, ça, c'est- payer des sommes de trucs. Donc on va appeler la personne qui s'en occupe au niveau de l'URSSAF de voir comment on paye, machin. On va se connecter sur l'URSSAF, on va payer les cotisations. Ça, si je peux me permettre, c'est plus le travail de finalement de ce qu'on fait nous chez Ilgard, parce que c'est pas forcément c'est- le travail de l'agent. Et même c'est juste ce que la je dis. relecture de contrat. Il y a Voilà. beaucoup d'agents dans beaucoup d'agences qui ne font pas de relecture de contrat. Alors, C'est pour oui ça et non. qu'on a Bah, ils dit sont au pas début. juristes. C'est pour ça qu'on a dit dès le départ que, c'est toi qui as dit monter, en fonction des agences, le travail de l'agent n'est pas le même. Nous, en en fait- l'occurrence, vraiment, chez Ilgard, la polyvalence est quand même de mise. De mise, oui. Parce que on a cette casquette de gestionnaire de société et donc voilà et la casquette de l'agent, le commercial finalement. Et même dans le métier de juriste, en fait, alors ça c'est un peu obscur pour les gens qui sont pas forcément juristes, parce que moi ça m'arrive tout le temps de t'as un master, tu peux m'aider, j'ai un problème avec mon voisin. Il y a des spécialités dans le droit aussi. Et en fait, nous on est spécialisé en propriété intellectuelle à la base. Louise et moi, même en propriété littéraire et artistique, c'est un sous-genre de la propriété intellectuelle. Ouais. C'est en ça qu'on est spécialisé. On a évidemment un peu de droit de société, droit des contrats et tout ça. C'est pour ça que vous êtes retrouvé à bosser au CNC d'ailleurs, non ? C'est comme ça Ouais. qu'on s'est retrouvé à travailler au CNC, exactement. Et en fait, là, on se retrouve aussi à faire beaucoup de droits des sociétés. Ça peut nous arriver d'avoir du droit du travail, ça peut nous arriver d'avoir plein de choses, en fait. Même, on fait du RGPD. Mais je me souviens, même quand on était encore à Fougères, t'avais acheté un truc comme as là sur le De droit du travail. ouais. Ah oui, je l'ai pour toujours pouvoir, là, il est derrière toi, il est juste derrière toi. Je l'ai- Parce Mais que les c'était en juristes, vue- c'était en vue de fonder Ilgard d'ailleurs. Ouais, Oui, c'était un hyper précis, ouais. Parce que les juristes, contrairement à ce que je pouvais croire, ils apprennent pas juste par cœur tous les articles de loi. Non. Et non, Et non, Jamie. et non, Jamie. Mais non. Et non, pas Mais non. du tout. Non, j'ai pas Et un non. assez gros cerveau pour tout apprendre dans la loi. Et, non, en, ça... et en fait, c'est ça qui fait que, par exemple, en droit, on n'est vraiment pas jugé sur la véracité de ce qu'on raconte, on est jugé sur la méthodo. Parce qu'en fait, les lois peuvent changer du jour au lendemain. ça sert à rien de les apprendre par cœur si elles changent. Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, toutes les fois où j'ai récité, j'ai eu des très mauvaises notes. Oui. Moi, je me rappelle quand même de la transformation au code civil, l'erreur de l'autre 1320 et 240. Et oui, maintenant. parce que tu as un an de plus que moi. Et oui, Moi, parce j'ai que eu la réforme dès le départ. Ah, je suis très déçu. J'ai dû apprendre les deux. Mais oui, le juriste, c'est juste quelqu'un qui a la méthode juridique. Et c'est ça qui fait que finalement, quand mon grand-père m'appelle pour me dire le voisin gare sa caravane. Ça sent le vécu, hein. C'est le vécu, Vraie c'est le vécu, anecdote. C'est le vécu. Cette anecdote est vraie. Gare sa caravane à côté et ça m'emmerde. Qu'est-ce que tu peux me proposer ? Bon, j'ai pas fait de droit de l'urbanisme. Par contre, je sais chercher, je sais, voilà, j'ai la méthode juridique. Donc, je vais savoir lui donner une réponse en faisant des recherches. Là où un commercial ne saura pas forcément résoudre le truc. Déjà, où chercher, quoi, parce que le droit, en vrai, c'est plein de mots compliqués. Là, tout de suite, un truc tout bête, mais tout à l'heure, je parlais de la différenciation entre vidéo et contenu. En vrai, moi, je vous donne la clé pour le lire tout de suite. Ok, vous comprenez. Mais en fait, en lisant le contrat, pour vous, pour les gens qui lisent un texte normalement, c'est deux synonymes et ça veut peut-être désigner la même chose. Sauf qu'en fait, dans le contrat, chaque mot est vraiment super important. Et en fait, moi, je me rappelle d'un cours qui m'avait saoulé d'ailleurs. Mais entre la différence entre causalité, corrélation, tous ces trucs-là, t'avais juste envie de dire, c'est un peu la même chose en fait. Non. Oh non. Oh là là. Oh, Non, et pas après, du tu tout. deviens, Oh là là Ouais, là pardon, là. je veux pas surtout, mais Oh voilà. là là. Mais je me rappelle. tu deviens cette personne après qui dit non. Mais quelque part, au moins, il y a quand même ce truc de. Moi, je sais parce que c'est toi qui gères mes comptes, par exemple. Ce côté un peu agent total, du coup, que vous avez chez Ilgard, qu'on va pas forcément trouver ailleurs, ça te permet aussi, toi, d'avoir une visibilité sur les comptes, d'avoir une idée, une estimation, parce que du coup, je te donne aussi des idées de sujets, des plannings pas forcément établis, mais des idées de vidéos à venir pour telle ou telle période, etc. Maintenant, tu connais assez bien, tu connais à la fois la chaîne Linguistica, mais tu connais aussi la société qui est derrière, parce que c'est toi qui t'en occupes. Et donc, en fait, tu as un peu toute cette chaîne de commandes. Après, ça, c'est un peu particulier parce que ça, on le fait aussi avec. En fait, d'abord, on travaille en agence, une agence classique où on va par contre relire les contrats avec les compétences qu'on a, Louise et moi. Mais en fait, une fois que ça se passe bien, que ça fonctionne bien, en effet, on propose aussi cette gestion de société directe de A à Z. Et Là, on devient vraiment un genre de super agent. Et mais ça crée On a plusieurs créateurs pour qui on le fait. Voilà, bien sûr, on a plusieurs créateurs et ça crée vraiment un lien pour le coup qui est effectivement différent d'un lien normal d'un agent. Quand je dis normal, il n'y a pas de normalité, mais c'est un lien qui
qui est pas juste je te trouve des placements de produits. En fait, je gère ta boîte, tu me fais confiance pour ça, et à partir de là, ça veut dire que quand ta boîte va mal, nous, ça nous empêche pas forcément de dormir, mais en fait, on a l'œil sur les comptes. On en discute. On en discute. Oui. Déjà, on trouve une stratégie un peu pour ça, on essaie de s'arranger, etc. Pardon, je me permets juste, quand je dis qu'on en discute, c'est que moi, par exemple, avec ma société, on en discute avec vous, mais moi, qu'on soit très honnête ici, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la société des autres créateurs. Non. Je ne connais pas leur compte. Le RGPD. Je préfère le dire, oui, parce qu'on est avec des juristes aussi qui font attention à ce genre de choses. Bien sûr. Moi, je ne sais pas quels sont les comptes d'autres créateurs, même si je suis cofondateur et associé. D'ailleurs, même, en fait, nous, on a même un serveur privé. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Toi, tu as accès à, évidemment, nous, ce qu'on fait, nous, chez Ilgard, parce que tu bosses avec nous directement dans la société, donc forcément. Par contre, on prend un autre créateur avec lequel on travaille, tu ne sais rien, c'est totalement pas que pour toi, parce que et c'est normal, c'est pas mes affaires. Voilà, c'est pas tes affaires. Toi, plus ou moins, en fait, dans le fait de s'associer, plus que, parce que quand on s'est associé, je parle de ça, mais nous, on a cherché en fait à s'associer avec des créateurs parce que c'était intéressant pour nous d'avoir attention le mot, je vais pas aimer, mais un feedback de votre un retour. Ouais, un retour, merci, parce que vraiment ça me venait pas celui-là. Mais un retour de votre part, parce qu'en fait, nous, une fois de plus, on est des juristes. Il y a des choses qui nous paraissent assez normales, qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, des contrats qui peuvent parfois être un peu durs, notamment sur des termes d'exclusivité ou des choses comme ça qui nous paraissent finalement un peu normales à Louise et moi, pardon. Et en fait, au final, vous, non, pas tout à fait, parce que vous avez un vécu. YouTube, ça s'est créé. En vrai, c'est un peu hier, mais c'était il y a 10 ans, quoi, même un peu plus. Il y a 20 ans, on fête les 20 ans là, de YouTube. On fête les 20 ans, ouais. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Mais YouTube, ça fait 20 ans que ça existe, ça fait pas 20 ans qu'il y a des vidéastes. Les placements de produits, moi, quand je suis arrivé sur YouTube, ça n'existait pas. Ouais, voilà, moi je me souviens, c'était 2011, 2012, à peu près. Quoi, les placements de produits? Les tout premiers. Pour moi, je le mettrai plus tard. En tout cas, les premières vidéos dédiées, moi, je m'en souviens. On pourra en parler, c'est un autre sujet, mais pour moi, c'est 2016-2017. J'étais déjà à la fac. Ça arrive. En fait, en tout cas, ça se normalise. Moi, par exemple, je sais que je suis l'une des premières chaînes en France à avoir fait du NordVPN. Aujourd'hui, tout le monde en fait. Les placements de produits, pour moi, c'était vraiment sur les candidats de télé-réalité. NordVPN, pour moi, ma première vidéo NordVPN, c'est la vidéo sur l'Elfic, Tolkien l'Elfic. Donc, c'est mon premier CNC. Ah putain, tu t'en souviens en plus. Avant, il y avait quelques trucs très sporadiques, mais on prenait vraiment ces gens pour des gens vraiment privilégiés qui avaient vraiment de la chance énormément. Donc, il y avait de très gros créateurs qui en avaient fait, etc. Mais à l'époque, il y avait une image de vendu aussi à l'époque. Oui, bien sûr. Mais en fait, il faut se dire qu'à l'époque, ce qui était à la mode et ce qui marchait, c'était pas des agences avec des créateurs, c'était des networks. Et c'était surtout, tout se jouait sur la monétisation et sur la répartition des droits de la monétisation. Tout se jouait là-dessus à l'époque. Du coup, ça typiquement, c'est une chose qu'on avait discuté dès le début avec Ilgard et tout ça, et c'était pour ça que pour nous, c'était important d'avoir des créateurs de contenu avec nous, parce qu'en fait, alors ça va vous paraître bizarre, mais on est des humains, Louise et moi, et pas que des juristes. Et on est parfois déconnecté un peu de ce qui se passe. Enfin, c'est normal, chacun son métier. Exactement. Et pour nous, c'était important de pouvoir discuter avec, par exemple, avec toi. Des fois, on a des idées. Des fois, tu nous dis, ouais, totalement, c'est une super idée, tant mieux. Donc ça arrive. Mais pas juste des idées bizarres. Mais parfois, tu nous dis, ça, par contre, moyen. Et non, là où, par contre, tu as un regard monté sur notre travail. Par exemple, on dit que voilà, t'as pas accès au compte bancaire, etc. des autres créateurs qu'on gère, ça c'est normal. Par contre, tu vas avoir forcément un droit de regard sur les créateurs qui rentrent avec nous. Ah non, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est par contre le seul, on va dire, avis que tu peux avoir sur les créateurs qu'on gère. Je pense que le mot important, si on cherche les mots, je pense que le mot important c'est que tu as un avis en fait finalement. T'as pas un contrôle, tu as un avis sur ce qu'on fait. Et en fait, on est tous à égalité sur Ilgard, parce que du coup, nous aussi, on donne des avis ensemble. Et le but, c'est que avec tous ces avis-là, on fait une décision. Et d'ailleurs, moi, je ne suis moi-même pas agent du tout. Pour autant, il m'arrive parfois de parler, moi, à des créateurs dont je suis plus proche que vous, parce que c'est vous qui devez gérer les trucs pour eux, mais moi, de leur parler, parce que je sais que des fois, c'est plus facile, si c'est moi aussi qui leur parle. Qui discute avec. Oui, il y a des choses. Comme dans toutes les relations humaines, de toute façon. Oui, il y a des choses en fait qu'on partage pas avec le créateur directement, parce que nous on nous dit oui, je suis stressé, je dois sortir la vidéo absolument ce jour-là et tout ça. Alors oui, on comprend le stress, on comprend tout ça. On l'a jamais vraiment vécu d'avoir une vidéo à écrire, à tourner, à monter. On sait que ça prend du temps, mais en fait,
ça nous prend du temps comme plein de choses. On pourrait nous dire c'est super stressant, on se met un peu à la place des gens, mais on n'arrive pas à se mettre complètement avec et on n'arrive pas à forcément donner une solution, parce que voilà, moi vous me dites je dois monter absolument cette vidéo là en une nuit, j'ai pas la notion de... Non, et puis on peut être un peu, on est un intermédiaire, ce qui fait qu'on a les avis de deux personnes qui ont des intérêts divergents. Donc en l'occurrence la marque, et dans le cadre d'un placement de produit en tout cas, la marque et le créateur. Quand le créateur il va sortir une vidéo en retard alors que nous on a promis la vidéo dans les temps à la marque, Et ça arrive forcément, souvent. et Ça m'arrive à moi. Voilà, c'est pas toujours le bon élève. Non, c'est vrai. Et des fois malgré moi. Hein. En fait, on comprend, on va entendre, et puis de toute façon la vidéo n'est pas sortie, donc elle est pas sortie. Faut s'y faire. Par contre, comme on est un intermédiaire, on va tanker pour vous auprès de la marque, essayer d'expliquer. Donc là, il y a un gros travail de pédagogie, d'éducation quand même. Éducation non, mais d'expliquer vraiment, c'est comme ça qu'on gère les conflits, nous, d'essayer d'expliquer toutes les contraintes à la marque qui s'est passée. En général, ça se passe plutôt bien. On essaye malgré tout, mais moi en tant que créateur, moi ça me fait chier quand ça se passe pas bien. J'ai aucun intérêt à ce que ça se passe mal. Donc on essaye toujours de faire en sorte que ça se passe bien, que ce soit sur des questions de délai, quand les délais sont contractualisés, c'est ce qui est souvent le cas. Soit quand c'est aussi sur la vidéo marche pas du tout, c'est galère, il faut proposer des solutions de repli. En fait, dans ces situations-là, tout le monde est puni parce que moi je parle de nous parce que en fait, nous en tant qu'agence, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que quand votre vidéo fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, en vrai de vrai, si on doit rester très terre à terre, nous une fois que le contrat est signé et tout est fait, elle fonctionne pas, tant pis entre guillemets. Je prends des grosses pincettes parce que justement ce qui se passe derrière aussi, c'est que la vidéo fonctionne pas. Du côté marque, en fait la marque elle va se dire merde, j'ai payé pour ça et ça se passe mal. Et de l'autre côté en fait le créateur, il y a aussi une baisse de ses statistiques, il y a une baisse de sa rémunération. En fait c'est juste une situation lose-lose et nous on est un peu au milieu en intermédiaire en disant merde, en fait ça fait chier parce que comme je disais au tout début, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir prolonger justement les collaborations, qu'elles durent le plus longtemps possible. Et comment on fait pour qu'une collaboration fonctionne ? Il faut qu'elle marche dans les deux sens. Et parfois, c'est un peu... moi, je compare ça à de la roulette, mais c'est un peu de la chance, quoi, finalement. Vous ne contrôlez pas, en fait, le nombre de vues que vous faites, vous, en tant que créateur. Non. Si vous pouviez... D'où l'intérêt de faire des contrats on a très envie que ça marche. Hein. Ah oui, évidemment. Moi, je vous souhaite à tous de faire des millions et des millions de vues. Hein. Ça serait génial de le faire ça tout le temps. La réalité est que c'est pas toujours le cas. Des fois on pensait qu'on allait faire une super vidéo qui allait fonctionner de ouf et on se retrouve à faire moitié moins que ce qu'on pensait. Des fois on pense que cette vidéo a pas fonctionné de ouf et finalement elle pète tout. Vous aussi vous êtes un peu soumis au grand principe de l'algorithme YouTube. Et d'ailleurs ça peut nous rendre service à pas mal de moments. C'est-à-dire que très ponctuellement, on peut avoir des OP qui sont survalorisés. Ça m'est arrivé, moi, pour Twitch, par exemple, récemment, parce que j'avais fait de très bons chiffres suite à la dissolution, où moi, sur Twitch, ça marchait très, très bien. J'ai eu des OP qui étaient, du coup, très valorisés à ce moment-là. J'en ai eu une, mais qui était très, très au-dessus du prix du marché, moi, me semblait-il. Mais non, en fait, c'était les prix par rapport aux statistiques que j'avais faites. Dans un sens comme dans l'autre. Et dans l'autre aussi, souvent. Quand il y a une vidéo qui marche pas, nous, comme on calcule quand même le vote sur YouTube sur les 6 dernières vidéos, à peu près... 6 ou 8, moi souvent je prends 8 moi. Ça dépend de la régularité. C'est vrai. Sur 8 mois, ça 8, dépend de la chaîne, voilà. Sur 3 mois, ça va. Souvent on fait la moyenne du coup sur les 6 ou 8 dernières. Ouais. C'est ça, et du coup quand il y a une baisse, des déjà 2 dernières vidéos, vous ça réduit quand même votre monétisation, et puis derrière, même pour nous, la négociation qu'on a derrière, elle sera à la baisse. Et donc tout le monde est perdant. Mais bon, c'est le jeu, et ça, on comprend que de toute façon, ce soit stressant pour le créateur d'être soumis à ce genre de trucs. C'est pour ça que c'est un métier qui est un peu... Moi, il y a un truc que vous n'avez pas du tout évoqué, mais que j'aimerais... On bouffe votre stress, pardon. On bouffe votre stress en même temps. Ouais, ça, c'est sûr. Et pour une raison d'ailleurs sur laquelle je vais venir, et en lien avec quelque chose, c'est que si vous savez tout... Quand vous faites la gestion administrative, quand c'est mon cas, vous savez tout. Il y a des gens aussi, on bosse beaucoup aussi avec des gens en externe. Pour le coup, c'est différent. C'est plus du one shot, ça peut être un peu plus sur le long terme, mais globalement, c'est quand même très différent. Externe, pour ceux qui... Enfin, nous, c'est un peu notre jargon. Externe, c'est vraiment juste... On fait de l'agence pour le créateur, on gère pas du tout sa société, soit parce qu'il n'a pas envie, soit parce qu'il génère pas assez de revenus pour qu'on l'aide vraiment de manière significative. Se satisfaire d'une autre entreprise. Voilà, juste on négocie des placements de produits pour lui, nous on appelle ça de l'externe, et interne, c'est ceux qui sont avec nous dans la gestion.
mais ils sont pas Puis, internes. puis rentrer en interne, ça demande aussi une confiance qui est quand même assez forte, hein, finalement, parce que on pilote. On n'a pas envie de gérer des sociétés qui font pas faillite demain, c'est sûr aussi, déjà qu'on pour se le dise. commencer. Et puis nous, en tant que mandataire, on a un peu pas mal de droits, même si tout est prévu contractuellement pour pas que ça pète ni quoi que ce soit. Mais il y a quand même pas mal de choses dont on s'occupe. Tu disais par exemple le côté le plus sensible, ça va être le fait qu'on gère vos comptes en fait. Techniquement, nous on fait tu reçois des factures, on les paye, on fait ta comptabilité, on fait plein de choses pour toi. Et en fait, ça demande quand même une confiance qui est quand même assez forte. Et donc du coup, ça on le fait pas non plus avec n'importe qui parce que la confiance elle va dans les deux sens. Là où j'allais en venir sur cette question des deux sens, c'est que du coup, sur la question des contrats, il y a une totale transparence. C'est-à-dire que ça n'arrive pas chez Hilgard, j'insiste particulièrement là-dessus parce que ça a été des pratiques qui ont été courantes dans beaucoup d'autres agences. Qu'on puisse aller négocier, je ne sais pas, un contrat à 20 000 pour quelqu'un et on lui dit tiens, un contrat à 8 000. Et on prend 12 000 au passage. Non, les gens savent combien la marque met et combien on prend. Ça, c'est le contrat, on le donne sans problème. En fait, nos prix, c'est un pourcentage et il est donné à l'avance. Oui. C'est pas ça restera un pourcentage, c'est pas si. Mais ça n'a pas toujours été le cas et dans beaucoup d'agences ce n'est toujours pas le cas d'ailleurs, hein. J'en parle régulièrement avec des créateurs qui se rendent compte qu'ils se sont fait carotte des fois de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les contrats. Et on retombe justement sur ce que tu disais parce que pour nous par exemple c'est pas forcément honnêtement quand on sort de l'école avec tout ce qu'on a appris et tout ça, le fait de vous donner le contrat que nous, en tant que prestataire, on a fait pour vous, en fait, ça demande un rebondissement, en fait, parce que le contrat se fait entre la marque et l'agence, et en fait, vous êtes un tiers au contrat. Et en fait, techniquement, vous devriez avoir accès au contrat entre l'agence et vous-même, mais celui qui existe entre nous et la marque, celui-là, non. Mais en fait, en discutant avec justement toi et d'autres créateurs avec lesquels on a travaillé, en discutant avec eux, on s'est dit attends, ça vous est arrivé, on vous a bien, désolé du mot, mais on vous a bien baisé sur le coup-là. Carrément. Et donc du coup, quelle est la meilleure façon de vous montrer Le pire, c'est qu'on a fini par s'en rendre compte assez facilement parce que les commerciaux des marques, ils parlent aussi. Bien sûr. Nous, quand on se retrouve en direct à parler qu'un commercial d'une marque, parce que souvent les marques nous démarchent malgré tout en direct en bypassant les agents aussi. Ça, on pourra en parler, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. Ça arrive régulièrement. Et moi, c'est chiant pour moi parce que moi, je comprends pas les marques qui veuillent te bypasser toi, Alex, parce que c'est surtout toi qui t'occupes de moi, alors que littéralement on est associés dans l'agence. Donc de toute façon, moi je les renvoie directement, voilà. Et du coup, c'est comme ça que régulièrement. De travail de recherche. Non, il faut pas forcément ce travail. Mais non, je dis pas que c'est malveillant, mais par contre, ça nous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de parler avec des commerciaux qui te disent mais attends, parle-lui à machin. Moi, je lui ai proposé X et toi, en fait, on t'a proposé genre moitié moins. Et donc toi, t'as dit non, tu vois. Mais parce qu'en fait, la personne a été un peu trop gourmande, l'intermédiaire a été un peu trop gourmand. Nous, l'intermédiaire, c'est vous, et l'intermédiaire, c'est Hilgard, et l'intermédiaire, pour le coup, c'est vous savez combien on nous a proposé, vous savez combien on prend, toujours, quoi qu'il arrive. Exactement. C'est parce qu'on privilégie aussi chez Hilgard le long terme, plutôt que le bénéfice à court terme de bypasser un créateur et de négocier. En vrai, c'est pas au-delà du pourcentage qu'on prend, en fait, on a beaucoup plus à perdre. Et de toute façon, ça commence à se voir, puisqu'il y a beaucoup d'agences qui sautent à cause de ce truc-là. Nous, on vend de la transparence et de la confiance. C'est pas pour derrière faire les gourmands et prendre de là. Si on peut négocier plus et si on considère que le prix que tu en veux est inférieur à ce que nous, on peut négocier, on va te le dire. Et là, ça va être gagnant-gagnant. Est-ce que ce serait pas plus facile d'être agent, de faire ce métier d'agent, en n'ayant pas cette transparence, que ce serait pas plus simple pour vous dans le boulot? Ça dépend ce qu'on appelle plus simple. Oui, voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de me regarder dans un miroir. C'est important. Oui, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent. Oui, c'est ça la question. Oui. En vrai, je pense que si j'avais ces valeurs-là, je pense que je ferais un autre métier que ce genre de métier qui demande quand même des relations humaines et tout, passer des bons moments avec les créateurs. Je peux pas. Je te verrais bien à la défense faire ça. Ouais, mais dans ces cas-là, j'aurais choisi un autre projet de vie, quoi. J'aurais pu faire ça, mais du coup non, c'était pas l'ambition initiale avec Hilgard. Nous, on veut faire un truc à long terme et on a cofondé l'agence pour répondre à des abus en grande partie et rétablir une partie de confiance dans ce secteur. C'est toujours difficile parce qu'il y a des créateurs qui nous disent qu'ils veulent plus du tout travailler avec des agences. Et puis aussi, on a dû apprendre nous-mêmes, très honnêtement, sur le tas et qu'on n'a pas toujours bien fait. Après, on a toujours
fais le choix de le dire. Ouais, je précise d'ailleurs Ouais. quand même, on parle d'agences qui l'ont fait. Pas tous l'ont fait, évidemment. Non, mais bien sûr, on a beaucoup évidemment, de... bien sûr. Je le dis quand Et même parce que c'est d'ailleurs, important, parce qu'on travaille avec pas mal de gens aussi qui sont très très bien. Ouais. Et ça existe en fait. Et Il y je a mais pas trouve que bien qu'il y en a de sûr, plus bien en sûr. plus, Ouais. justement, qui prennent un peu le contre-pied et qui, des agences honnêtes et Ouais. éthiques, il y en a de Mais plus en plus. ça fait. Moi, du coup, en tant que créateur, je me suis associé pour créer une agence avec vous, mais il y a d'autres créateurs qui ont créé d'autres agences d'ailleurs et qui se sont associés. Et je pense que ça a aussi beaucoup changé. Le fait d'avoir des créateurs qui décident de prendre les choses en main et de mettre aussi les mains et de s'intéresser à ça, parce que on était beaucoup à pas du tout vouloir s'y intéresser. Et les moments où on a commencé à s'y intéresser, on s'est rendu compte que beaucoup se faisaient sans nous, à notre détriment, malgré tout. Alors, encore une fois, évidemment, pas tout le monde, c'est pas du tout ce que je disais, hein, c'est pas du tout ce que je cherchais à faire comprendre comme message. Pour autant, mais en fait, il suffit juste d'une agence qui Ouais. te nique et qui nique toi, ton pote, un autre pote, etc. Et tu as envie de bosser avec aucune autre agence Bien sûr. et tout gérer en direct. Mais Sauf là que se pose un c'est- autre problème, parce que comment tu te défends juridiquement vis-à-vis de marques qui, pour le coup, essayent parfois de te niquer. Toutes n'essayent pas du tout, hein, mais encore une fois, ça peut arriver aussi de se faire niquer en direct, et ça arrive à d'autres créateurs. Je pense qu'ils essaient pas de te niquer directement. Une marque, elle essaie pas de te niquer en fait. Je pense juste qu'elle essaie de trouver aussi la situation qui est la plus avantageuse pour elle. Oui, mais ce qui est plus avantageux pour une marque à un moment n'est pas forcément ce qui est le plus avantageux pour le créateur. Alors Ouais. ça par contre je suis entièrement d'accord. Ça, Je c'est sûr. prends un exemple tout bête qu'on retrouve assez souvent dans les contrats. C'est le fait que ils ont payé pour l'intégration et plus ou moins ils peuvent utiliser l'intégration et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent pendant une durée de 6 mois. Mettons, on se met maintenant à la place d'une marque. Évidemment que c'est beaucoup plus intéressant. Le créateur accepte. Je me retrouve avec une pub un peu Gratos. Bon, Bah ouais. Oui, Bah, gratos parce que si. non, Par si je me rapport mets- au si je me- prix d'une si je me- voilà. agence créa pour Oui, je suis faire d'accord. une pub, pour le Ah coup, ouais. et là, Voilà. t'as la tête du créateur avec, Là, c'est du pain c'est- béni. C'est là, Ouais. c'est là où je te rejoins et c'est pour ça que c'est C'est pas important. mauvais en soi. C'est pour ça que c'est important que ce soit vu et qu'on fasse attention et qu'on soit vigilant sur ce genre de choses. Mais je me mets vraiment purement et simplement à la place d'une marque qui cherche juste à faire de la publicité pour elle-même. Au final, toi, Monté, tu fais une vidéo pour je sais pas qui, je vais pas citer une marque, mais voilà, tu fais une intégration pour une marque, elle se retrouve à utiliser ton intégration et à faire de la publicité avec pour NordVPN, elle se retrouve à faire de la publicité. Juste à mettre la pub à la télé, par exemple. Ouais, à mettre la pub à la télé. Du coup, c'est embêtant. C'est embêtant parce que toi, tu perds le contrôle de ton image. Bah, Tu perds plein de choses. Et Pardon, mais là, en tant que créateur, même si c'est toi qui as mal lu le contrat parce que tu le comprends pas très bien, tu te sens lésé quand même. Ah oui, je suis d'accord. Tu vois, enfin. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut pas le voir comme. C'est un déséquilibre contractuel. Ça, Bah, oui. oui, Ça, malgré c'est le cas. quand même. Voilà, ça, c'est un Ouais. déséquilibre Enfin, en contractuel. fait, Quoi c'est- qu'il arrive, l'équilibre parfait, il est très compliqué à trouver dans un contrat. Il y a toujours une partie ou l'autre qui sera un peu en mode ah, ok. Mais moi, je pense, si je dois réfléchir purement pragmatiquement, qu'une marque qui propose ça dans son contrat, je comprends. Cependant, c'est quelque chose auquel il faut dire non. Mais tout de suite. Bah, c'est le rôle, on parle du rôle Ah de oui. l'agent. Voilà. C'est en fait nous juste on a des warnings, surtout que du coup comme on est juriste pour le coup il y a vraiment des clauses qui nous sautent aux yeux. Là où le créateur il a déjà sa vidéo à tourner, son truc, son machin. En fait le contrat il va le lire en diagonale et même quand nous je pense on le lit en diagonale, il y a quand même des trucs qui vont nous sauter aux yeux. Là où le créateur, ça va être noyé dans des termes juridiques, il va pas le voir. Et c'est là où, effectivement, c'est avantageux d'avoir un agent, outre une négociation du prix. Et d'ailleurs, c'est- même, mais- juste pour aller plus loin, il y a même ça arrive aussi qu'on ne propose aucun contrat et du coup, il faut faire un contrat. Nous, on a des contrats Oui, qu'on fait, oui. enfin, Ah bah, que nous, vous on- faites en nous- l'occurrence. nous, on fait les contrats. Mais mais, ça arrive que des marques te promènent de l'argent et t'as pas signé de contrat. Ah non, de toute façon, nous, c'est oui. clair et net chez le garde, si tu n'as pas de contrat, tu ne travailles pas. Tant que quelque chose Et là, est ça fait, marche à la confiance, de toute parce que ça façon, peut avec arriver, La loi, hein, la après, loi mais- influenceur impose une contractualisation maintenant depuis l'année dernière. Impose une contractualisation de chaque placement de produit de toute façon. Donc c'est même plus vraiment légal. Et ça, effectivement, la meilleure manière de se protéger en tant que créateur, c'est pas d'avoir une agence, c'est de faire des contrats. Voilà. Ou au moins que la marque, demander à la marque un contrat. Et à minima, déjà de le lire avant de le signer. Et après, bien Et c'est s'entourer, chiant, et voilà, c'est un bien travail, s'entourer hein. pour savoir détecter les clauses. Voilà. Nous, quand on va avoir une clause comme ça, par exemple, droit d'utilisation de la pub, déjà, on sait que ça n'a pas été négocié. Donc, on va tout de suite dire à la marque, pourquoi pas, mais plus cher. Et après, ça va être une discussion avec le créateur de savoir si, oui ou non, il a envie que son image repasse sur le site internet de la marque, à la télé, etc. S'il dit non catégorique, on fait supprimer la clause du contrat. S'il dit pourquoi pas,
Bon, bah là, dans ces cas-là, on dit à la marque, ok, mais ça, c'est carrément une pub qu'on va vous faire. Donc, dans ces cas-là, vous payez plus cher. Pourquoi pas ? C'est pas mauvais d'avoir sa pub qui passe à la télé. Non. Par contre, ça se monnaie. Et ça se paye pas au prix d'une intégration classique. Pas du tout. Et ça, ça demande effectivement du temps, de l'énergie pour s'imposer aussi auprès de la marque. Moi, j'ai l'impression que de ce qu'on entend auprès des créateurs, c'est aussi flemme de discuter en fait. C'est long. Il y a déjà une flemme. Il y a une flemme parce que c'est fastidieux. Vous avez déjà tout le travail à faire de vidéo et tout ça, donc ça prend déjà beaucoup de temps. Et en plus de ça, il faut négocier avec quelqu'un qui est pas forcément toujours d'accord ou qui parle pas forcément français, parce que souvent, ça arrive souvent. Moi, je travaille souvent en anglais ou en espagnol. En italien, on a eu une fois. Il faut maîtriser aussi un peu les langues. Donc déjà, ça rajoute des couches. On est polyglotte chez Hilgard. Hein. On est polyglotte chez Hilgard. Surtout lui. Mais par exemple, les contrats, c'est la même chose. Vous les recevez en français, mais souvent en anglais, parfois dans d'autres langues. Il faut le traduire, il faut comprendre ce qu'on dit, il faut comprendre ce que les termes veulent dire dans le pays d'où ça vient. Ça commence à faire beaucoup. Je peux comprendre qu'en fait, vous recevez le contrat et vous vous dites, ok, on m'a promis, je sais pas, 3, 4, 5 000, 10 000, je sais pas combien on vous a promis, mais on vous a promis de l'argent, ok, on va le faire. Et en fait, au final, vous vous retrouvez, vous voyez votre tête sur une affiche de métro et vous dites, mais j'aurais jamais demandé d'être là. Et en fait, au final, c'est juste parce que vous avez pas lu. Ou alors, on n'a pas compris. Hein. Ou des fois, vous avez... C'est difficile à comprendre un contrat. Ou des fois, vous avez pas compris. Nous, on est juristes, donc disons que c'est notre déformation professionnelle d'imaginer tous les risques qu'ils peuvent avoir. Donc des fois, c'est un peu difficile à vivre. Je suis devenu très pessimiste. De vivre dans une projection de ce qui peut arriver de pire. Oui. Mais effectivement, nous, on a un peu le cerveau formaté comme ça. D'autres ne l'ont pas. Ils ont d'autres déformations professionnelles que nous, on est tranquille. Mariez-vous, faites un contrat, c'est important. Ouais, le notaire me l'a dit. Faites un contrat quand vous vous mariez, c'est important. Le notaire me l'a dit quand j'ai acheté ma maison. Toujours des contrats. Après, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Mais Oui. C'est quoi le conseil que vous donneriez pour clôturer à quelqu'un qui voudrait devenir agent ? Ça dépend ce qu'il veut faire dans sa vie. S'il veut faire de l'argent facile... C'est une question que tu m'as posée toi-même il y a 3 ou 4 ans quand on s'est rencontrés pour la première fois. Donc c'est une question que je te repose aussi. C'est vrai, quand j'étais encore un petit stagiaire, il n'y a pas de petit stagiaire, mais j'étais stagiaire tout court. T'es un grand stagiaire. Petit. Non, c'est vrai, je suis pas si petit que ça, merci, ça me fait plaisir. Un stagiaire qualifié, hautement qualifié. Voilà, très hautement qualifié, oulala. Mais c'est vrai que j'étais venu te voir, on se connaissait pas du tout, d'ailleurs tu m'avais snobé la première fois. Et du coup, donne des réponses aux gens, les réponses que tu n'as pas eues de ma part. C'est un snob, c'est un super snob. Exactement, tout à fait. Et en même temps, je te connaissais pas, t'étais en kawaii dans la rue, tu me parles, il est tard, c'est le soir, il y a de l'alcool. J'étais un chic type. Et j'ai fini par t'inviter chez moi à manger, cela dit. Hein. C'est vrai. Et je t'ai demandé, du coup, qu'est-ce que t'attends d'un agent parce que pour moi, c'est important, encore une fois de plus, la communication. Et je crois qu'un des premiers trucs dont tu m'avais parlé, c'était surtout la transparence. Ouais. C'était d'être quelqu'un... Il y en a un gros besoin, une grosse demande de transparence. À titre personnel, je pense que des fois, ça nous met plus souvent en porte-à-faux avec des créateurs. Parce que c'est plus facile quand on ne fait pas de transparence de cacher la misère, de cacher les problèmes qui existent, et tu as l'impression quand tu es créateur que tout va bien. Jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui allaient mal. Et là, tu te sens trahi. C'est vrai que quand tu assumes le truc de dire j'ai fait des erreurs, il s'est passé ça, ou alors il y a eu confusion, machin, on peut passer, Hilgard, j'entends, plus souvent pour, je le dis le mot, pour des incompétents. Alors que c'est pas une question d'incompétence, c'est une question que les autres agences peuvent vivre la même chose. C'est juste, c'est le degré à quel point vous avez les informations qui vous parviennent. C'est aussi pour ça qu'on a mis beaucoup de temps un peu avant de se lancer complètement, d'en discuter beaucoup avec des gens et tout ça, parce que il y avait aussi un besoin pour nous, pour Louise et moi en tout cas, de vouloir bien faire le travail. Et en fait, on se rend vite compte, il suffit d'avoir énormément de créateurs. Là, je vous prends l'exemple typique, parce que c'est une réflexion qu'on a nous chez Hilgard. Demain, on pourrait discuter avec plein de créateurs et dire on a plein de créateurs en externe, 100, pourquoi pas. Je suis pas sûr qu'on puisse les avoir tout de suite, mais admettons qu'on en ait 100. Chacun sort 2 vidéos par mois, ça nous fait déjà 200 espaces. Imaginez remplir tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, nous, quand on leur explique, on fait comme ça, on a plutôt ces process, on a plutôt ces choses-là. Des fois, on trouve. Souvent, j'espère en tout cas, on trouve le plus possible. Parfois, on ne trouve pas. Et en fait... Ça peut être plus alléchant d'aller vers une agence qui va te dire super. Viens, t'inquiète, on va trouver plein de trucs. Mais au final, ils vont leur trouver plein de trucs, mais à des prix très bas. Donc, ça, c'est très facile de trouver des placements de produits. Enfin, nous, on peut en trouver. On en refuse énormément d'ailleurs. Si jamais on se mettait demain à faire du casino ou des produits financiers. Ça, généralement, chez Hilgard, on essaie d'éviter parce que c'est pas forcément quelque chose qui nous plaît. Si le créateur a vraiment très envie. Voilà, c'est pas
dans l'ADN ou des qu'il est dans créateurs. une niche. Voilà, mais si c'est dans une niche particulière, il n'y a pas de raison que. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qu'on fait. Et en fait, surtout ce qui se passe dans tout ça, c'est que j'ai perdu mon fil. Ouais, j'ai l'impression que ce que tu essayes de dire, c'est qu'il faut pas viser trop gros au départ, et il vaut mieux avoir 10 créateurs avec qui ça roule plutôt que viser 100 créateurs, même si tu as l'impression d'avoir ce potentiel de croissance énorme, mais 100 créateurs que tu ne peux potentiellement pas bien contenter, et donc du coup, qui sont pas contents de toi. Et même pour aller plus loin, en tant qu'agent, faut se rendre compte aussi, parce que c'est en vrai, c'est une responsabilité. Il faut pas avoir non plus plein de créateurs auxquels on promet plein de choses, parce qu'en fait, vous, c'est votre vie créée. Vous vivez de ça pour la plupart, en tout cas une fois que vous vous lancez complètement, que vous avez besoin d'un agent et tout ça, et vous comptez aussi sur nous pour vos projets de vie ou quoi que ce soit. Comme tu dis souvent, t'as pris une maison et tout ça, demain nous faut qu'on assure aussi pour pouvoir trouver les OP, pour pouvoir trouver tous ces trucs là, pour pouvoir voir aussi que tes vidéos se passent bien. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on fait ça. Il y a une relation qui se crée finalement. Et d'ailleurs, là, je fais une parenthèse, mais même sur des choses qui sont externes à mon activité de vidéaste, par exemple sur l'activité éditoriale de livres, vous avez pu aider, tu as pu aussi conseiller, et même d'ailleurs, tu connais même maintenant mon éditeur, alors que ce ne concerne Très pas, gentil. en fait, au demeurant, mon activité de vidéaste. C'est une activité annexe, ce sont des revenus qui passent annexes, mais parce qu'en fait, il y a aussi la question un peu de gestion, malgré tout, financière, personnelle. Et puis, voilà, l'exemple le plus récent, c'est aussi la location de ta voiture. C'est vrai. Au final, c'est accident de voiture, voilà, comment on s'organise, c'est de la comptabilité de ta société. On se retrouve à gérer ce truc-là et on le fait. Voilà, c'est pour ça que je parlais de polyvalence au début. Et après, sur la transparence, etc., c'est vrai qu'on a envie de promettre plein de choses et tout, mais on sait aussi qu'on connaît nos limites. Et puis là, récemment, par exemple, le fait d'avoir discuté avec d'autres agences en voyant qu'en fait, ils avaient les mêmes soucis que nous, alors que sur leurs réseaux sociaux, par exemple, ils vont vendre l'inverse, enfin pas l'inverse, mais ils vont vendre le fait que c'est super, venez chez nous. Et parce que c'est dans leur stratégie commerciale de com. Mais c'est voilà, et c'est vrai que nous, c'est logique en fait, ton produit est toujours le meilleur, sinon tu le vends pas. Oui, voilà, nous, on a choisi on est en train de voir le nôtre. Là. Voilà. Alors oui, certes, mais parce qu'en fait, une fois de plus, on est dans la transparence. Effectivement, on a choisi de pas avoir forcément une stratégie agressive avec plein de belles promesses, et plutôt de dire des choses qu'on fait parce qu'on les fait, et pas forcément promettre d'en faire. Ouais, je pense que t'as bien conclu. T'as bien conclu ce premier épisode. J'invite aux gens, bien sûr, à nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, évidemment. Alors moi, je suis pas celui qui m'en occupe, mais je crois que c'est ce qu'il faut que je dise. Hein. C'est Louise qui gère LinkedIn. Oh. Ouais. Pas que, je crois. Hein. Non, pas que, puisque tu m'as posé des questions sur LinkedIn pas plus tard qu'hier. Je suis une buse à LinkedIn. T'essayes. Une buse. En tout cas, vous pouvez nous retrouver partout, bien sûr. Et surtout par mail et par message privé si vous avez des questions. Et sur le vieux port de Marseille. On y était hier. On ne mange pas. Enfin là, on va manger. Ah ouais, là, on a faim. Donc faut conclure, sinon ça va être froid. En tout cas, voilà. La suite très bientôt. Ne raccrochez pas, bien sûr. Abonnez-vous. Bisous.